sacré matin. Tellement il connaît beaucoup de choses qu'il tient à les partager avec tout le monde, tellement il est disponible comme le saut de chiton, même s'il il a un agenda extrêmement délicat, tellement nous sommes fiers de l'accueillir dans ce studio. Dr Guy Parfait Songuet, politologue, universitaire, chercheur, bonjour. Bonjour Monsieur Seri Bojiko, bonjour aux auditeurs de Radio Balafon. L'actualité, c'est l'école. On parle d'école, on parle des vacances scolaires, on parle de rentrée scolaire, on parle d'année scolaire, mais surtout, il y a un problème. Un sujet que nous allons évoquer, c'est l'orientation scolaire. Et vous nous dites que l'orientation scolaire définit la réussite ou non d'un enfant? En réalité, la question de l'orientation est une question fondationnelle. C'est une question de fondation qui est extrêmement importante à aborder avec la plus grande rigueur et le plus grand sérieux. Il se trouve très souvent que les parents n'ont pas l'opportunité de lire et de comprendre que l'orientation d'un enfant décide de son devenir socio-professionnel. Ça veut dire que quoi? Il se trouve que très souvent, beaucoup de parents sont le sujet des choix opérés par leurs propres parents. Eux-mêmes ont des enfants qu'ils orientent sans généralement se préoccuper des dons naturels que les enfants ont, sans se préoccuper des talents et des prédispositions que les enfants ont. Si, pour paraphraser Albert Einstein, si vous évaluez un poisson sur sa capacité à grimper à l'arbre, il sera toujours nul. Ça veut dire qu'il faudrait toujours orienter les gens en fonction de leurs dons, de leurs aptitudes, de leurs capacités, les observer pour flairer ce qui les passionne, les observer pour flairer ce qui les intéresse, les observer pour flairer ce en quoi ils pourraient être exceptionnels. Parce qu'en réalité, l'interdépendance naturelle, les interrelations, les éléments d'interaction que la nature a voulu, que Dieu a voulu pour être un peu plus honnête, sont tels que, quelle que soit la spécialité que vous choisissez, vous êtes indispensable. À partir du moment où vous êtes vraiment brillant et à partir du moment où vous êtes capable d'apporter aux autres ce dont ils ont besoin. Donc la question de l'orientation relève donc maintenant du fait, le point central, relève de la capacité que ceux qui orientent un enfant ont à détecter ce en quoi il est doué. Et un enfant peut être très polyvalent. J'insiste déjà sur cet élément parce que on a une éducation de masse qui fait croire que la monovalence est un élément fondationnel ou central. Non, ce n'est pas vrai. Un enfant peut être très brillant dans plusieurs domaines. Maintenant, il faudrait savoir dans quel secteur le pousser parce que c'est par rapport à sa passion, le désir qu'il développe, qu'il va maintenant exceller dans ce domaine-là. Donc d'abord, c'est un préalable que je voulais faire pour que les parents cessent d'envoyer les enfants dans des disciplines en leur imposant des disciplines qui ne sont pas nécessairement en harmonie avec leur talent. Je veux dire quoi? En d'autres termes, beaucoup de parents, sans le savoir, contribuent à ce que les enfants aient leur diplôme à eux, les parents, au lieu que les enfants aient les diplômes pour eux-mêmes qu'ils vont assumer, eux les enfants. Oui. Donc, il est très important que les enfants soient orientés, les jeunes bacheliers par exemple, mais la question se pose même déjà depuis la classe de 3e dans l'enseignement général francophone. Dans les universités, elle est encore plus criarde, que les enfants s'orientent prioritairement sur ce en quoi ils sont passionnés. Il y a une objection qui est régulière. Vous entendez dire que bon, vraiment dans ce domaine-là, il n'y a pas des opportunités. Dans ce domaine-là, on ne peut pas s'en sortir. Dans ce domaine, ça ne vaut pas la peine. J'objecte vigoureusement par rapport à cet argumentaire parce que, à travers des exemples simples, on s'est rendu compte que il y a des pionniers qui rendent certaines disciplines célèbres alors qu'on en avait jusqu'à l'ignorance. Des cas faciles à reconnaître au Cameroun. C'est depuis que au Nangini, l'équipe a fait son guesson dans l'espace public qu'on sait que le mot politologue existe. Oui, bien sûr. Or, nous avons des aînés qui étaient déjà là, des docteurs en sciences politiques, mais on ne les connaissait pas. Il a fallu que une génération, peut-être parce que Mathias est mon aîné de 9 ans, on est quand même de la même génération, il a fallu qu'une génération commence à montrer un pan de la science politique pour qu'on découvre que les politologues existent, que les politistes existent, etc. On peut faire le même parallèle avec certains juristes, etc. Donc, les enfants qui choisissent des disciplines aujourd'hui, où apparemment, il n'y a pas beaucoup de débouchés, s'ils excellent, peuvent être des experts qui deviennent indispensables. Il est important d'exemplifier parce que certains ne comprennent pas que la fondation se situe là. Lorsque quelqu'un est vraiment doué,
parce qu'il a choisi une discipline qui relève de ce qu'il aime. Il est indispensable et il peut se vendre tant au niveau national qu'international. Bien sûr. Donc, il faut donc faire tomber déjà cet obstacle naturel partagé ici qui veut que non, il ne faut pas que l'enfant aille faire telle discipline parce que vraiment, je ne vois pas les débouchés, c'est pas à quoi ça va servir. Non. Laissez les enfants s'orienter par rapport à ce qui est leur passion. Mais dans les lycées et collèges, on a des conseils d'orientation qui s'appuient sur des notes pour envoyer l'enfant dans telle filière ou dans telle autre série. C'est tout à fait normal et légitime, sauf qu'il y a un critérium qui manque là-dedans. C'est une dimension psychologique et mentale de l'analyse du potentiel. Est-ce que la note peut déterminer quand on sait que très souvent les notes, on les a soit par tricherie, soit parce qu'on s'est concentré sur la matière et que ça n'a rien à voir avec nos prédispositions naturelles à exercer tel ou tel autre métier? J'exclus même déjà la question de la tricherie. Et j'indique que il est extrêmement important d'intégrer le comment de la note. Un enfant peut être brillant en fonction de sa concentration, de l'intérêt qu'il marque sur cette discipline. Il peut travailler sur une discipline suivant la perception qu'il a de l'enseignant. Il y a des enseignants qui ne donnent pas envie, malheureusement, d'aimer certaines disciplines et influent sur des domaines où les enfants sont doués et ils ne le savent même pas. Donc, il y a un certain nombre d'éléments dus maintenant à la famille. Comment est-ce que les parents perçoivent, n'est-ce pas, cette discipline? Qu'est-ce qu'ils en ont dit? Qu'est-ce qu'ils en ont fait eux-mêmes? Vous savez qu'il y a par exemple certains aînés qui essaient de vous transmettre leur expérience de médiocrité. Il a été faible en mathématiques, son petit frère doit être faible en mathématiques. Il a été faible en biologie, son petit frère doit... Et c'est des petites choses comme ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faudrait que les conseillers d'orientation regardent à travers, je vais dire surtout, à travers une écoute attentive de ces enfants, qu'est-ce qui les passionne? Les éléments motivationnels qui permettent de les réorienter et de gérer leur énergie de façon à ce qu'ils produisent de bons résultats dans les domaines qui les passionnent. Il faudrait aussi que, et ça c'est extrêmement important, l'on discipline les enfants et qu'ils comprennent, et ça ce n'est pas seulement une affaire de conseiller d'orientation, qu'ils comprennent que le succès, la réussite ne relève pas du hasard, c'est un construit. J'ai observé quand j'étais un peu plus jeune au lycée que beaucoup d'enfants très intelligents étaient moyens en classe ou même faibles, pour la simple raison qu'ils n'avaient pas de motivation. Donc cet élément-là, motivationnel et convictionnel, est un élément sur lequel il faut creuser et qu'il faut comprendre, n'est-ce pas, pour mieux gérer même la perception qu'on a des notes. Quand un enfant est fort dans une discipline, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est ce sur quoi il est le plus doué. Il faut essayer de savoir quelles sont ses motivations, quels sont ses engagements, quel est son niveau de discipline, quel est l'encadrement qu'il a par rapport à la production dans un domaine ou dans un autre. Mais toujours est-il que, en fait, l'entraînement peut rendre un enfant fort partout. Il ne s'agit que de la production. Sauf que, au-delà de l'entraînement, à travers une bonne observation de son trajet, de ses tendances, on peut découvrir le génie dans 2 ou 3 disciplines. Docteur, dites-nous, les parents dans tout ça, docteur Guy Parfait-Songuet, quel est le rôle des parents dans le choix de la carrière de leurs enfants? Quels sont les signes? Qu'est-ce qu'ils doivent observer chez l'enfant pour déjà se faire une idée de ce que l'enfant pourrait être demain, afin de l'y orienter? Je voudrais d'abord dire que les parents devraient prendre conscience du fait que la famille est le premier cadre de construction de l'identité, de construction des opinions, de construction de la perception. Il est d'abord extrêmement important de savoir que l'influence qu'on exerce sur un enfant est une influence très profonde au-delà de ce qu'on peut imaginer. Parce qu'on est son aîné, parce qu'on est son père et sa mère, etc. Ce qu'on lui dit, il le reçoit, il encaisse, que ce soit positif ou négatif. Deuxième chose, les parents devraient savoir que parce qu'ils sont nés avant les enfants, ils ont une lourde responsabilité sur l'orientation de ceux-ci. Et il est extrêmement important dans cette logique de ne pas souvent parler à l'enfant pour lui projeter des images négatives de lui-même ou de soi-même. Troisième chose, il faudrait savoir que on doit traiter nos enfants comme on souhaiterait qu'ils deviennent. A fortiori, si on passe le temps à les imbéciliser, ils seront des imbéciles. Si on passe le temps à les aliéner, ils seront des aliénés. Donc, il faudrait attirer l'attention des enfants sur leurs talents, sur leurs dons, sur leurs capacités. C'est-à-dire que de la même façon que l'on est capable d'attirer l'attention sur leurs insuffisances, il faut
Et c'est très important que quand on ouvre la bouche, qu'on sache aussi dire merci, qu'on sache aussi dire tu as fait du bon travail, qu'on sache aussi dire voici ce qu'il faut que tu fasses pour être plus grand, qu'on sache aussi dire tu es né pour être heureux, qu'on sache aussi mettre dans leur tête que tu as les capacités, qu'on sache aussi dire il faut que tu travailles dur parce que tu existes, parce que tu as droit, hein, et qu'on mette dans leur tête, pas toujours avec violence, parce qu'on a des parents, ils sont nombreux qui ne savent parler qu'avec violence, c'est très grave comme incident, qu'on sache leur mettre dans la tête, qu'ils sont aussi responsables. Beaucoup d'enfants maintenant, je prends le problème autrement, qui refusent de travailler à la maison, ils ne savent pas à quel point ils se font du mal. Un enfant qui a refusé de travailler à la maison toute sa vie ne sait rien. Et ne sait rien faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas discipliné son esprit. L'esprit de quelqu'un qui refuse de faire les travaux ménagers là. C'est le même esprit de celui qui va refuser de bien apprendre ses leçons. Et c'est le même esprit de celui qui va refuser de faire le travail. Résultat, il sera un collaborateur jaloux si d'ailleurs même il a le travail. Sinon, ils sont très nombreux à arriver à 30 ans et même plus. Ils ne travaillent pas et à ce moment-là, quand l'âge arrive, pour parler comme au quartier, ça cuit bien. Et on commence à chercher les coupables. Non, c'est mon père qui n'avait pas fait ceci. C'est ma mère qui n'avait pas fait. Non, ce n'est pas vrai. Les parents parfois donnent les mêmes possibilités aux enfants. Il y en a qui choisissent de ne pas faire l'école et ils ne veulent même faire aucune école. Ils veulent le libertinage. Lorsque vous avez épuisé les ressources, parce que les ressources des parents sont limitées dans le temps et dans l'espace, ils ont un temps pour travailler et un temps pour s'occuper de vous. Vous avez épuisé ces ressources-là. Il vient maintenant le moment où il faut que vous aussi soyez parents. Que vous travaillez ou pas, vous avez la pression due à la vie d'adulte qui fait que vous commencez à avoir une vie active dans un domaine ou dans l'autre. Il faut assumer. Donc, le problème est à quel niveau est-ce que les jeunes doivent se prendre au sérieux et se prendre en main pour contribuer à leur propre niveau à construire leur devenir. Il n'y a pas de fatalisme dans cette affaire. En réalité, il y a la causalité, les choix qu'on opère au quotidien. Les amis qu'on choisit. Quand vous fréquentez des idiots, vous fréquentez des gens stupides, des gens légers, vous fréquentez des personnes peu recommandables, parce que vous, avec elles, personne ne vous fait jamais de reproches. Parce que j'ai déjà vu ça ici dehors, dans les sociétés camerounaises, c'est effrayant. Beaucoup même ont fait l'école, mais ils estiment qu'il ne faut jamais rien leur dire. Ils savent déjà tout. On ne doit rien leur enseigner. On ne doit leur faire aucun reproche. On ne doit même jamais être en désaccord avec eux. Les femmes comme les hommes, et surtout les femmes, parce que de toute façon, j'ai vu ça surtout chez les femmes. Donc, cette question d'orientation est aussi une question d'orientation dans les choix individuels qu'un individu opère, dans la gestion de son quotidien. Quand vous regardez les séries comme celles-là qui ont pour but d'aliéner, les séries que les gens regardent, les telenovelas, où vos stars sont des imbéciles, c'est-à-dire des individus dont le niveau de réflexion n'atteint pas celui d'un enfant de 7 ans. Où on vous montre des modèles de personnes qui sont riches et qui ne travaillent pas. On ne sait même pas comment ils font pour manger tous les jours. On vous montre des personnes qui ont perverti toute compréhension de la norme. Et vous regardez ça sans savoir jusqu'à quel point ça construit votre devenir. Jusqu'à quel point ça peut construire votre perception de la norme. Alors que c'est une culture qui n'est pas la vôtre. Ça contribue aussi. Donc ce sont des éléments déjà au niveau de l'orientation qu'on peut traiter ensemble comme ça et que chacun peut puiser. Je vais dire pour chuter sur la question de l'orientation, parce qu'on doit passer à l'autre question. C'est qu'il y a un secret pour trouver ce en quoi on est doué. Et c'est quoi le secret? Il est très simple. C'est bien faire tous les jours de votre vie tout ce que vous avez à faire. Celui qui se discipline à bien faire tous les jours de sa vie tout ce qu'il a à faire, même quand il n'en a pas envie, finit par découvrir ce en quoi il est doué. Et dans le pire des cas, dans les autres domaines où il n'est pas doué, il est acceptable. Dr Guy Parfait-Songé, notre invité ce matin. Et il y a un autre cas, des élèves qui sont très brillants à l'école. Ils sont toujours premiers de la classe, 18, 20. Ce sont les chouchous du maître, les chouchous du professeur, au lycée comme à l'université, aussi au collège. Ce sont des brillants élèves, des brillants apprenants, mais qui ne sont pas autant brillants dans la vie. Et par contre, on a d'autres élèves qui sont moyens en classe, 9, 10, 11, toujours dans le milieu du classement, mais qui sont des grands entrepreneurs dans la vie, des chefs d'entreprise, des gens charismatiques, qui vraiment dans la vie active sont les meilleurs. Qu'est-ce qui explique qu'un enfant soit brillant à l'école, mais qu'il ne le soit pas dans la vie active? Et qu'est-ce qui amène quelqu'un de moyen à l'école à être aussi leader dans la société?
Je vais prendre des exemples pour expliquer cela. La première chose qui est évidente, c'est que pour qu'un enfant soit brillant à l'école, il suffit qu'il apprenne sa leçon. Ou bien, il peut être doué, effectivement, il s'en sort. Le fait qu'il apprenne ses leçons à l'école, qu'il soit assidu spécifiquement pour l'école, n'implique pas qu'il le soit pour le reste des choses. Parce qu'il faut cerner le cadre familial dans lequel il a évolué, qui peut-être pourrait avoir contribué à ce qu'il ne se sente pas responsable des autres. Est-ce qu'il est enfant unique? Est-ce qu'il est le dernier? Est-ce qu'il est le premier? Est-ce qu'il est une fille au milieu des garçons, un garçon au milieu des filles? C'est autant de paramètres qui structurent son devenir. Est-ce qu'il vient d'une famille monoparentale où il n'y a que la mère qui s'occupe de lui? Est-ce que ce n'est que le père qui s'occupe de lui? C'est autant de facteurs qu'il faut regarder. Bon, on n'a pas le temps d'entrer dans les interrelations, les facteurs d'interdépendance et d'interaction qui sont liés à ça, mais j'ai lancé ces paramètres pour que les uns et les autres se rendent compte que ces paramètres influent sur le comportement. Maintenant, les échecs ont pour but premier d'édifier les individus de façon à les améliorer. Qu'est-ce qui se passe? Pour mon cas, je donne cet exemple pour que cela serve. Je suis arrivé en terminale à 16 ans et j'ai repris la terminale. Le fait de reprendre la terminale m'a rendu un énorme service parce que, comme je savais que l'école était facile, je comprenais vite. Je suis arrivé en terminale, la terminale m'a démontré que le talent ne suffit pas. Pour réussir, il faut travailler dur. Les meilleurs sont des bosseurs. Les meilleurs sont des gens qui sont constants dans l'effort. Depuis la terminale, j'ai compris que le talent ne suffit pas, le génie ne suffit pas. Quel que soit le domaine dans lequel on s'exerce, la vie sociale, la vie familiale, la vie professionnelle et tout autre type d'activité affective, etc., il y a un travail à fournir pour obtenir des résultats. Si on apprend bien ces leçons et on comprend tout ça, en pratique, on ne travaille pas. Dans l'écoute des autres, on ne le fait pas. Dans, je vais dire ça comment, la capacité à communiquer. Parce que quand on parle de communication, la communication ne peut être validée que quand le message a été reçu et compris. Parce qu'on peut beaucoup informer sans communiquer. Oui. La capacité à communiquer est un élément très important dans l'épanouissement d'un individu. Un individu qui ne sait pas communiquer ne peut pas facilement se socialiser et ne peut pas facilement atteindre certains objectifs dans la vie parce qu'il n'est pas en interaction permanente et dans une évaluation permanente. Alors, comment bien communiquer, docteur? La première chose quand on veut communiquer, c'est savoir écouter. D'accord. Quand on sait écouter, on entend les mots, on lit les comportements, on est donc capable de flairer le bon encodage pour la cible. Et ce n'est pas juste une affaire d'école. C'est d'abord et surtout d'école de diplôme. C'est une affaire d'école de la vie. Et chacun peut s'améliorer à tout moment de sa vie. Il n'est jamais tard pour apprendre à communiquer. Il faut savoir gérer son ego. Ça, c'est une autre affaire qui est très compliquée parce qu'en fonction des familles, il y a des familles où les gens ont grandi avec un ego terrible, parfois même encouragés dans cet ego orgueil hypertrophié par le père et la mère. Et ça a contribué à le désocialiser parce qu'il traite le monde dehors comme on le traite, comme il traite les gens à la maison. Il sait qu'il est le prince, elle sait qu'elle est l'importante, etc. Or, vous avez des gens qui, à cause de cela, grandissent sur le plan social et professionnel, ont de très gros problèmes de socialisation parce qu'ils n'ont pas su, ils n'ont même pas appris à aimer. Je donne un indicateur. L'éducation, pour beaucoup, leur a appris à regarder les gens en cherchant les défauts au lieu de chercher les qualités. C'est une erreur importante. Ah oui. Deuxième erreur qui est puissante, c'est qu'on a appris à regarder les autres en se demandant qu'est-ce qu'on peut leur prendre. Qu'est-ce qu'on peut leur prendre, se demander ce qu'on peut leur donner. Vous ne pouvez pas vous socialiser de façon puissante, cohérente, structurante si vous ne savez pas offrir quelque chose aux gens. Si vous n'avez pas quelque chose de spécial, une valeur ajoutée qui vous rend La réussite est une affaire d'indispensabilité par rapport à un environnement. Or, pour être indispensable vis-à-vis d'un environnement, il faut l'avoir écouté. Il faut avoir flairé ce dont il a besoin et il faut trouver donc dans ce dont l'environnement a besoin ce qu'on a en nous qui permettent de rendre notre expertise, notre offre indispensable et de nous permettre de contribuer de la même façon que tous les autres qui sont indispensables à l'équilibre et à l'harmonie globale. En fait, l'un des éléments les plus importants aujourd'hui pour les jeunes auxquels nous nous adressons, c'est qu'ils comprennent que en étant franchement forts dans leur domaine, ils deviennent indispensables. Être fort, ce n'est pas valider les UV. Les diplômes ne résolvent pas les problèmes. Quand vous avez un diplôme, c'est bien. Ça justifie un parcours. Maintenant, il y a un savoir-faire, une connaissance qu'on est né avec,
être en communion avec, être en harmonie avec, qu'il faut opérationnaliser, qui vous rendent indispensable. Donc, il est très important que les jeunes aujourd'hui comprennent qu'il leur faut lire. Même tous ceux qui ont des difficultés à lire, je leur dis, forcez. Au bout seulement de quelques semaines, vous allez commencer à lire plus. En forçant, votre cerveau va créer des liaisons interneuronales qui vont accroître votre capacité à lire. C'est vrai pour tout nouveau exercice que vous imposez au cerveau humain. Il s'adapte. C'est très difficile pour beaucoup de gens. La difficulté est plus mentale. Les Camerounais ne lisent pas beaucoup, même pas les journaux. Il faut lire. Et il faut savoir que regarder la télé, ce n'est pas une activité banale. Quand vous savez quoi regarder à la télévision, vous apprenez beaucoup. Il y a des documentaires, il y a des chaînes de documentaires qui sont très intéressantes. Il faut se cultiver. C'est très important. Au lieu de regarder des séries où il n'y a que des idioties. Vous pensez que le pouvoir est dans le livre? Le plus grand pouvoir de l'être humain dans le monde moderne, et même antique, on le savait, c'est dans les livres. Et il est toujours dans les livres. Si vous possédez la connaissance, le savoir qui est disponible dans les livres, et vous vous efforcez à pratiquer ce savoir, oui, vous avez le pouvoir, parce que l'expertise est un pouvoir. Le pouvoir n'est pas seulement dans la dimension institutionnelle. Le pouvoir est aussi dans ce que l'on appelle la capacité à influencer les phénomènes, les choses, les gens et les événements. Donc, il y a un vrai pouvoir dans les livres. Vous voulez être vraiment fort, toutes disciplines confondues, n'allez pas seulement valider des enseignements pour avoir un diplôme. Non. Possédez autant que possible les connaissances disponibles dans la documentation, livresque, vidéo, audio. Et Internet, c'est la plus grande bibliothèque au monde. Il faut savoir quoi y chercher. Dr Gilbert Fesson-Gay, dernier aspect de cette interview. Parlons de la réussite. Beaucoup de parents s'inquiètent de l'avenir de leurs enfants. Beaucoup estiment qu'ils mettent beaucoup de moyens pour que l'enfant aille à l'école, mais ne sont pas toujours sûrs que l'enfant, demain, sera un citoyen honnête, juste et droit et utile à la société. Que doit-on faire, jeune comme parent, pour assurer à son enfant ou à soi-même un minimum de garantie sociale, un minimum de réussite dans la société? Comment on fait pour réussir? La réussite est un construit. Et le premier élément dans la réussite, c'est qu'il faut entrer dans la vision parfaite, dans votre mental, de ce que vous voulez être, avoir ou devenir. Ce que je dis là a l'air banal, mais beaucoup ne voient pas jusqu'à quel point c'est profond. Le premier niveau de création, c'est la pensée. Vous devez penser votre devenir. Je n'ai pas dit penser à votre devenir. J'ai dit vous devez penser votre devenir. D'abord pour les jeunes. Vous devez penser votre réussite. Vous devez croire en cette réussite-là. C'était quelque chose de fondamental. Concevoir notre devenir au quotidien dans notre perception de notre futur. C'est la première chose. Ça ne sert à rien d'y aller ou de se battre si on n'a pas de foi. La ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Quand vous avez eu une foi ferme, vous devez payer le prix. Payer le prix, c'est être dans la discipline réelle, quotidienne. Si je veux arriver à Radio Balafon, je suis chez moi. Il faut que je vois déjà le trajet. Ça, j'ai créé déjà ma destination. Que je sache que comme je vais à Radio Balafon, ce n'est pas le marché. Je dois m'habiller comme quelqu'un qui va devant d'autres personnes qui vont le voir. Je choisis les vêtements. En fonction du quartier où je suis, je dois choisir l'argent qui me permet d'arriver là-bas et de rentrer. En fonction de l'endroit où je suis, quand je vais arriver en route, je dois savoir dans quelle direction je prends le taxi. La vie est comme ça. Maintenant, il y a un certain nombre d'obstacles que je vais rencontrer. Mais ces obstacles-là vont me permettre seulement d'apprendre une chose de plus qui me permettra encore et encore d'aller encore plus loin qu'à Radio Balafon et d'aller encore plus vite que la précédente fois. J'explique ça de façon simple, mais ce sont des règles puissantes. Discipline. Deuxième élément, l'unité. Si vous n'êtes pas un dans votre relation à vous-même, vous manquerez toujours de puissance. Il faut apprendre à penser ce qu'on dit. Il faut apprendre à penser ce qu'on fait. Utilisez la pensée, la parole et l'action en un point, c'est très important. Soyez un. Ne dites pas le contraire de ce que vous pensez. Ne faites pas le contraire de ce que vous pensez. Non. Pensez, parole, action. Utilisez-les en un. Dès que vous avez utilisé les trois en un, vous avez la puissance que Dieu a mise en vous. PPA, pensée, parole, action. Oui, les trois en un. Autre élément qui me semble extrêmement important, c'est de redéfinir même déjà cette réussite. Beaucoup de personnes ont mis dans leur tête que il y a des destinations, on est arrivé. On parle de la société qui dit ça, on est arrivé. Non, on est arrivé.
Le fait qu'une société ait beaucoup de gens qui disent, n'est-ce pas, il est arrivé, est symptomatique d'une profonde incompréhension de ce qu'est le succès. La réussite, le succès, c'est la réalisation progressive d'un idéal de valeur. Ça veut dire qu'on n'est jamais arrivé. Je vais dire ça autrement. Ça veut dire que ce n'est pas une destination, c'est un chemin. Donc dès qu'on est arrivé à une destination provisoire, on doit continuer. On n'est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un processus permanent d'apprentissage et de participation. On n'est jamais arrivé. On peut encore et encore apprendre. On peut encore et encore transmettre. On peut encore et encore produire. C'est infini jusqu'à la fin des temps. Cessez de croire qu'il y a des moments où on est arrivé. Et cessez de croire que les modèles des autres sont comparables aux vôtres propres. Non, ce qui est important dans la réussite des autres, c'est d'en tirer les leçons. Et vous ne pouvez pas tirer de leçons positives d'un féman ou d'un voleur qui est arrivé à une réussite financière et matérielle sans que vous connaissiez les bases principielles. Le critérium qui a permis objectivement qu'il en arrive là, non. Il y a une façon de fonctionner qui est loyale, qui est légale, qui vous garde dans votre indépendance. C'est travailler dur. Les meilleurs sont des bosseurs. C'est ça, réussir. Réussir, c'est atteindre un certain nombre d'objectifs, évoluer encore et encore sur la perception qu'on a de son devenir, payer le prix au quotidien en toute indépendance et en toute liberté, et jouir en permanence des récompenses, des bénédictions. Donc en fait, je donne ces clés simples, qui sont beaucoup plus profondes qu'on pourrait le croire, mais qui peuvent aider. On peut aller beaucoup plus loin que les considérations de réussite. J'ai parlé de la discipline ici. On a parlé de la réussite. On a parlé du principe d'unité. J'ai parlé en quelques termes du processus créatif qui en fait commence par le fait de visualiser clairement ce qu'on veut être, avoir ou devenir. Le fait d'avoir une demande précise. La demande, c'est la prière ou la méditation. Vous ne pouvez pas avoir des demandes vagues et avoir des réponses précises. Le fait de croire. Mais aussi, j'ai oublié la 4e étape du processus créatif, recevoir. Il faut être dans l'état d'esprit de celui qui est déjà exaucé. Et docteur, quelle différence fait-on entre la prière et la méditation? La prière, de toute façon, sur le plan de sa structuration, c'est une pensée, c'est une parole qui est émise vers le très haut. Or, la méditation est un processus intérieur d'introspection qui, en réalité, c'est le même résultat. Dieu est en nous, et autour de nous et partout, puisque nous sommes faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Le 4e point que j'ai soulevé tout à l'heure, disant qu'il faut être dans l'état d'esprit de celui qui a été exaucé. Jésus a dit, quand vous me demandez quelque chose, ressentez que vous l'avez reçu. Beaucoup ne savent pas, parce qu'ils ne lisent pas tranquillement la Bible, que le Christ a dit, tout ce que vous me demanderez avec foi, à travers la prière, vous l'obtiendrez. C'est écrit. Oui, c'est écrit. Il y a quelque chose de très important que les chrétiens et les croyants en général ne comprennent pas. Vous ne pouvez pas désirer quelque chose de Dieu et être en permanence malheureux. Non. Quand vous demandez quelque chose, ressentez que vous avez été exaucé. Ce n'est que parce que vous ressentez que vous avez été exaucé, puisque la pensée et l'état d'esprit dans lequel vous êtes l'état d'esprit de création, que ça va se matérialiser. Je voulais donner la dernière loi. C'est un principe qui est valable pour les adultes, quel que soit leur âge aussi. Ça s'appelle la loi d'attraction. La loi d'attraction. L'énergie coule là où l'attention va. Nous devenons ce que nous pensons, nos pensées deviennent des faits. Si vous accordez beaucoup d'attention à la haine, à la rancune, ça va vous tuer. Vous serez malade et la maladie va vous tuer. Vous allez mourir. Vous serez mort avant même de mourir. Accordez toute l'énergie nécessaire à votre bien-être, à votre bonheur, à l'amour. C'est ça. Si vous accordez l'énergie nécessaire à l'amour, au pardon, à la foi, à tout ce qui construit votre devenir, vous allez devenir heureux. Vous allez voir comment votre santé va s'améliorer. Et si vous avez beaucoup de gens à détester, vous allez bien souffrir et très bien souffrir même. C'est la même chose pour la réussite. Vous ne pouvez pas avoir une réussite en croyant que vous avez le don d'ubiquité. Je peux être avec les mauvais amis, les mauvais camarades, les mauvaises compagnies, c'est pas grave. Je vais me rattraper. Il n'y a pas le brouillon dans la vie. Et que si vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment, vous ne pouvez pas être au bon endroit, au bon moment, en train de faire les bonnes choses. C'est clair. Non, c'est comme ça. Non. L'autre élément de la loi d'attraction qui dit que nous devenons ce que nous pensons, on l'a exemplifié. C'est un élément puissant. C'est un élément puissant. Vos pensées deviennent des faits. Mais comme c'est très simple et qu'on a grandi dans un environnement de complexité, les gens trouvent que c'est trop simple pour être vrai. Oh, c'est ça qui est vrai. L'éducation est un élément avéré être incroyablement un facteur de cécité mentale. Si vous croyez qu'une chose est impossible, alors elle est. Vous voulez réussir, croyez que réussir est un droit. Croyez qu'être heureux est un droit.
et vous allez voir, vous serez heureux et vous allez réussir. Il faut payer le prix. C'est au quotidien. Je vois par exemple beaucoup d'étudiants et d'élèves qui attendent les examens pour apprendre. Ils n'ont rien compris. Il faut gérer chaque jour de sa vie pour que chaque semaine, on n'ait aucune dette quand l'autre semaine commence. Quand vous faites ça, au minimum, vous êtes moyen. Merci beaucoup, Dr Guy Parfait Songhai, chercheur enseignant d'université, politologue et également développeur personnel. Il est coach et spécialiste en coaching personnel. Vous pouvez le contacter via Radio Balafon, pourquoi pas, si vous voulez avoir des séances de coaching personnel. Il est passé ce matin dans ce studio pour nous édifier sur la réussite et d'abord sur les préalables, c'est-à-dire l'orientation de l'enfant en vue d'une réussite, une bonne réussite dans la vie. Eh bien, merci Dr Guy Parfait Songhai. Ce sera toujours un bonheur pour nous de vous avoir avec nous et cette tranche sera très édifiante pour nos auditeurs.